La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Avancer, oui, toujours. Et ceci, quels que soient les obstacles. Vous savoir nombreux à nous suivre, c'est notre motivation et encouragement par ici. Bonjour et bienvenue. Jocelyne, Ariane, Bruno, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Ça va bien. Bonjour Rebecca, je salue tous les téléspectateurs. Bonjour Jocelyne, bonjour Ariane. Vous êtes toutes belles et rayonnantes. Merci, c'est par là qu'il fallait commencer. Amis téléspectateurs, bonjour. En tout cas, dans la rubrique e-tech du jour, Bruno, on a vu sur ce même plateau Ariane Da Silva, oui, je pense que tu étais là aussi, Jocelyne aussi. Une voiture volante, c'est bien ça, hein, créée en Slovaquie. Aujourd'hui, nous sommes en RDC pour un hydravion. Le monde de la technologie est juste merveilleux, on découvrira. En 2018, dans les lacs Tanganyika, Gabriel Lumumba Owanga, l'ingénieur naval congolais, se dévoile talentueusement dans la fabrication du premier hydroavion 100% congolais. Cette création, qui peut voler qu'à une hauteur d'une vingtaine de mètres, jusqu'à ces jours en phase d'expérimentation, et va relier deux villes autour du lac Tanganyika dans un premier temps. Une fabrication en série est envisagée pour révolutionner le secteur du transport lacustre et fluvial en République démocratique du Congo. En aéronautique, un hydroavion est un avion qui est construit pour s'élever sur l'eau et s'y reposer. Bruno, un hydravion, qu'est-ce que tu en penses? On aura tout vu, comme on dit souvent. C'est une innovation encore qui dépasse l'entendement humain, parce que jusque-là, on connaissait les ferry boats qui permettaient à la fois de se déplacer de la terre ferme à la mer, ou sur l'eau si vous voulez. Mais là, maintenant, voir cet appareil, ça change un peu des habitudes, parce que jusque-là, on connaissait tous les appareils de navigation fluvio-lagunaire et maritime, si vous voulez. Donc, que sont les navires, les bateaux et tout ça. Mais là, c'est en fait un avion, en quelque sorte, mais pour l'eau. Donc, ça change un peu les habitudes, ça change un peu dans le feeling. Et ça montre encore que le monde ne s'arrêtera jamais. Il n'y a que des gens qui ne veulent pas avancer qui s'arrêtent. Alors, mesdames, un hydravion, vous monterez à bord si on vous le proposait? Pas tout de suite. Moi, j'attendrai que ça fasse son temps. Que les gens expérimentent ça, que beaucoup de personnes l'expérimentent d'abord. Parce que là, tout de suite, non seulement je reste surprise sur la découverte, mais elle est fascinante. Ariane Da Silva. Peut-être que je vais essayer de tester pour vous, qui sait. Et je vous ferai le retour. Avant de monter. Non, mais je pense qu'on n'a pas fini d'être impressionné par ici, parce que tous les jeudis, on découvre quelque chose de nouveau. Et je pense ça, par exemple, c'est à l'actif de l'Afrique, au-delà de tout. Même si, à la longue, peut-être, il y a des précautions à prendre, comme être sûr, s'assurer que oui, tout ira bien quand on va embarquer à bord.
comme, je ne sais pas, des précautions du genre, que ce soit accessible, par exemple, à un certain nombre de personnes, etc., etc. Donc, je pense que, voilà, c'est fascinant, comme le disait Jocelyne. Et quand Jocelyne parle de risque, quand tu parles de risque, en fait, tes craintes, c'est quoi? Que ça ne soit pas bien formé, que tout ce qui a été utilisé, que, en fait, les outils soient défaillants au fil du temps, c'est ça? Je ne doute pas de la qualité des outils qui ont été utilisés, mais c'est beaucoup plus de l'expérience. Vous savez, aujourd'hui, si on me propose de monter dans un bateau, dans un avion, je le ferai sans réfléchir. Mais dans un truc comme ça, comment vous appelez ça? Hydravion. Hydravion, vous voyez, c'est en fait une première. Les avions, ça existait depuis, ça a juste été perfectionné. Les bateaux, les navires, ça existait depuis. Il y a un mélange de bateaux et mais là, maintenant, c'est un truc qui n'a jamais existé. Je pense que c'est maintenant que c'est en train de faire son apparition. Donc, moi, mes craintes, c'est beaucoup plus de ce côté-là. Puisque ça n'a jamais existé, on ne sait pas encore tout en Afrique, en Afrique, bien sûr. On ne sait pas encore tout ce qu'il peut y avoir comme défaillance autour. Non, mais sur peut-être la création congolaise, vous pouvez avoir des doutes parce que c'est en expérimentation. Mais ailleurs, c'est un appareil déjà connu. Et je pense que dans la fabrication, dans la conception, les concepteurs prévoient aussi une faculté de l'appareil de flotter sur l'eau. Donc, en cas de panne sèche, comme on les appelle souvent. Donc, c'est vrai que ça n'arrive presque jamais aux avions, quand vous dites qu'un avion est dans les airs, que le kérosène est terminé. Donc, imaginez la débandade. Mais ici, c'est que c'est sur l'eau. Donc, vous ne risquez pas une chute. Il suffit juste de préparer un système. Si vous chutez, vous serez dans l'eau. Ça, c'est la noyade. Donc, il suffit juste de préparer un système dans la conception qui puisse permettre à l'appareil de flotter, donc même ou de se maintenir sur l'eau, se maintenir flottant. Donc en cas de panne sèche et autres, vous pouvez au moins vous maintenir jusqu'à ce que peut-être un bateau vienne en renfort, vous approvisionner. Donc je pense que c'est un appareil moins risqué que l'avion, pour ma part. Moins risqué que l'avion, parce que l'avion, vous descendez vous êtes à nulle part. Combien de pieds en l'air et puis... Et là aussi, il y a des risques de noyade. Si en temps tout est bien... Non, je pense que aussi pour aller à bord, vous devez avoir des gilets de sauvetage. Oui, ça aussi, c'est des précautions mais minimales. la plupart du temps, ce que j'ai remarqué en Afrique, beaucoup plus sur nos plages ou partout, ça, le transport ferroviaire, non pas ferroviaire, comment on appelle? Le maritime, le transport maritime, partout ça se passe. C'est que les gens ont des gilets, mais toutes les fois quand il y a un problème, ceux qui ont les gilets aussi s'en vont. Hein. Ça dépend de la chute. Ceux qui ont depuis des gilets un moment, aussi s'en vont. je ne crois plus aux gilets parce que la dernière fois, je crois, pour ceux qui traversent le Bénin pour aller au Nigeria, en fait, le gilet, c'est comme les parachutes. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, je ne suis pas commando parachutiste. En fait, ça dépend de comment vous le mettez. Si vous le mettez mal, il ne vous servira à rien. C'est comme les parachutes. Quand on vous lance dans les airs et que vos parachutes ne sont pas bien accrochés parce qu'ils ont un appareillage sur la poitrine où les cordes sont bien attachées, bien accrochées. Et c'est ça qui permet donc de défier les lois de la pesanteur, de pouvoir vous maintenir et de descendre à une vitesse que vous pouvez maîtriser à votre guise. Donc c'est pareil aussi pour les gilets de sauvetage. S'ils ne sont pas bien placés, si vous n'avez pas, les ceintures ne sont pas bien placées et que vous tombez, c'est que le gilet va s'enlever comme une chemise et va flotter sur l'eau et vous mourrez simplement. Mais quand il est bien placé, vous avez quand même des chances. Après aussi, ce n'est pas parce que vous avez un gilet que si votre navire tangue ou vous êtes tombé dans l'eau que vous allez rester là parce que bon, il faut aussi vous battre des mains aussi pour essayer de survivre. Du gilet aussi, oui. Tu as entendu. Après aussi, pendant des heures, ce n'est pas simple. Vous serez en train de boire un peu d'eau. En attendant que le secours arrive. Même si moi, j'adore les promenades sur l'eau, tout ce qui est lagune, mer, fleuve, j'adore les promenades là-dessus parce que c'est... Ah, mais c'est ça. Mais imagine aussi quand tu seras dans l'hydravion, imagine juste que c'est une promenade sur l'eau. Et voilà, en tout cas, on encourage cette innovation du côté de la RDC. Nos infos pêle-mêle à présent, ce sera avec toi, Bruno Swahili. On installe donc ta rubrique.
Bruno, première information, un rubis tanzanien est exposé à Dubaï. Oui, vous êtes une femme et je sais que vous aimez les pierres précieuses, Oui, surtout pour les bijoux. Donc, il faut dire que un des plus gros rubis bruts trouvés en Tanzanie a été présenté pour la première fois au public vendredi. Et c'était dans un hôtel à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avant donc sa mise aux enchères. Le prix de cette pierre aux teintes verdâtres et violettes, donc foncées, pourrait atteindre 120 millions de dollars. Donc, vous imaginez la fortune. On a parlé tout à l'heure des hommes les plus fortunés. Donc, voilà une pierre qui vaut, peut-être qui peut placer quelqu'un 15e ou, je sais pas, 16e au classement des fortunes les plus lourdes du monde. On va regarder ce reportage et surtout découvrir cette merveille de la nature. L'un des plus gros rubis trouvés en Tanzanie, surnommé Burj Halamal, a été présenté pour la première fois au public vendredi dans un hôtel de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, avant sa mise aux enchères. Le prix de cette pierre aux teintes verdâtres et violet foncé pourrait atteindre 120 millions de dollars. C'est un rubis brut de Tanzanie, il fait 8400 carats, il n'est pas chauffé. Ce que je veux dire par ne pas être chauffé, c'est qu'il n'a pas été traité, donc c'est naturel et c'est pourquoi il est précieux. Nous allons le vendre aux enchères, mais avant la vente, pendant les 30 prochains jours, nous allons parcourir Dubaï dans différents endroits où tout le monde pourra le voir, parce qu'il est important de montrer aux gens qu'il existe vraiment. Vous pouvez chercher ces images sur Google, mais vous ne saurez pas si elles sont réelles ou non. L'arrivée de Burj Halamal à Dubaï consolide le statut de la région en tant que leader sur le marché des pierres précieuses. Pendant sa mise aux enchères, on saura si la pierre sera découpée en petits morceaux ou vendue en l'état. Voilà. Cette pierre précieuse pèse 2,8 kg, donc un peu moins de 3 kg, donc exposée là, et donc ça fait 8400 carats. Wow. Ouais. Donc, pour imaginer, pour nos alliances ici, on passe souvent de 21 carats et puis ça fait du bruit vraiment. Là, c'est 8400 carats. Mais moi, j'ai quand même une préoccupation. Hein. En l'exposant comme ça, est-ce qu'on ne l'expose pas aussi au risque d'insécurité? Naturellement. L'histoire nous raconte plusieurs fois où les pierres précieuses ont été volées. Le plus gros diamant au monde. Même le trophée de la Coupe du Monde a été volé par 2-3 reprises, parfois même retrouvé par un chien. Donc, c'est tout ce qui a de la valeur dans le monde, autant vous l'exposez, autant c'est exposé aussi. Donc, voilà, donc c'est exposé au risque. Donc, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui sont là. Par exemple, le trophée de la Coupe du Monde, quand ça a été volé, il y a une des fois, ça a été volé, on est allé refondre ça. Donc, pour extraire vraiment la matière première. Et là, on parle d'une pierre précieuse qui est en fait brute. Donc, elle n'est pas encore passée par tous les alliages, comment on appelle. Il faut aller refondre, etc., pour extraire le pur produit. Mais là, on parle donc d'une pierre brute. Donc, il y a du travail à faire dessus. Donc, c'est sûr que ceux qui sont autour, ceux qui travaillent dessus doivent être avertis qu'il faut vraiment entourer la pierre d'une sécurité vraiment impénétrable. Oui. Et ça ramène l'histoire quand même de la richesse de l'Afrique, parce qu'elle a été découverte en Tanzanie. Il faut le rappeler, l'Afrique, elle est riche. Donc ça va être vendu aux enchères, donc préparez vos comptes bancaires. Si vous êtes Non, intéressé. ça ne nous concerne pas. Ce n'est même pas une affaire de Ah, vous vous excluez tout de suite. Ça nous dépasse. Pardon. On parle de 8000 carats. Parfois, il faut faire des rêves réalisables. Alors, en Égypte, les serpents servent au massage. Oui. Franchement, c'est une information qu'il me dit. Oui, vous allez découvrir dans un instant parce que j'ai une vidéo qui va vous le démontrer à suffisance. Des serpents, imaginez-vous, on les tue ailleurs, on les mange dans d'autres pays, mais en Égypte, les serpents servent aussi au massage et sont utilisés par les professionnels du massage, bien vivants. On les craint parce on les craint ailleurs parce qu'ils doivent bien circuler sur votre corps, sur votre corps. Une histoire avec les serpents. Ouais. Depuis le temps Très des fort. pharaons. Depuis le temps Donc, des pharaons. des serpents vivants sont amenés à se glisser sur le dos des personnes qui suivent une thérapie de relaxation. Leurs mouvements sont donc aléatoires, donc rien n'est prévu.
Donc tout peut se passer parlant des Seigneur mouvements, donc Jésus. il peut vous passer pardon, sans vous mordre, rassurez-vous, car ils peuvent être en zigzag ou circulaire sans motif particulier. On regarde. Tu regardes. Ces serpents peuvent contribuer à votre bien-être. Au Caire, un centre propose des massages avec leur participation. Des serpents vivants sont amenés à se glisser sur le dos des personnes qui suivent une thérapie de relaxation. Leurs mouvements sont aléatoires et peuvent être en zigzag ou en circulaire. Chaque zone où le serpent se déplace stimule la circulation sanguine dans le corps. Honnêtement, au début, c'était très effrayant. Il est difficile de décrire le fait de les sentir bouger sur mon corps, mais ensuite, on s'y habitue. C'est tellement relaxant et sûr. En fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Au fil de la séance, le mouvement des serpents détend le corps et votre esprit ressent une connexion avec les serpents. Votre esprit circule avec leurs mouvements autour du corps, une sensation agréable. Les massages aux serpents stimulent le flux sanguin et la circulation cérébrale, éliminent la peur et la tension, stimulent les hormones liées à la relaxation et au bonheur, ce qui renforce le système immunitaire et la confiance en soi, selon le responsable du centre. Des bienfaits qui peuvent inciter à expérimenter la thérapie. Voilà, donc grosse thérapie, spécialité égyptienne. Chaque zone donc, où le serpent se déplace sur votre corps donc, stimule la circulation sanguine dans votre corps. Les adeptes donc, de ce massage redoutent dans un premier temps cette nouvelle technologie ou cette nouvelle technique si vous voulez, mais par la suite, la peur, ils s'en débarrassent et donc ils laissent les serpents donc, être utilisés sur leur dos, sur leur corps, partout pour pouvoir réguler le flux sanguin et aussi aérer l'activité du cerveau. Il faut dire, puisque c'est ce qui fait peur ou ça peut faire jaser, c'est que plus de peur que de mal. Un détail important ici, c'est que les serpents utilisés donc, sont privés de leur venin. Donc c'est la première chose qu'on fait. On les prive du sac à venin. Vous savez que le serpent a son sac à venin quelque part juste là, dans cette région. Donc ils sont privés de leur sac à venin et ils sont donc inoffensif. Et je rappelle, quelque chose que son créateur même a maudit. Vous maintenant, vous prenez, à partir du moment où vous enlevez le venin, Mm. je pense qu'on ne parlera plus de serpent. C'est peut-être un ver de terre. Oui, mais le truc qui n'a plus de venin, c'est... Non, serpent, c'est bon, ma chère. Maintenant, ce qui en fait dehors du redouter venin, le serpent, en le fait, serpent a des crocs, non? Oui, En dehors du a venin. des dents crochues. Il peut mordre, mais sauf que... pas mal, en fait. Sauf qu'en fait, la morsure du serpent est souvent suivie en même temps, c'est simultané. Quand il vous mord, il a des dents crochues qui sont en fait à la limite transparentes. Oui, je vous dis, de mon enfance, j'ai vécu dans un endroit vraiment verdoyant. Il y avait assez de savane, donc en Atitengu, donc j'ai vraiment côtoyé les serpents. Donc on en a tué plusieurs fois. Je me suis amusé plusieurs fois à regarder les dents et tout ça du serpent. Donc c'est des dents en fait qui sont vraiment crochues, très pointues et transparentes à la limite. Donc, quand le serpent vous mord, simultanément, il y a le sac à venin qui s'ouvre et il vous administre, là, il vous a mordu le venin. Et parfois, même ou la plupart du temps, quand le serpent vous mord, il laisse ça dans votre corps. En fait, c'est cela. Donc, dans ce cas, non seulement le venin a été enlevé, mais sûrement les dents aussi. Les dents aussi. Donc, vous n'avez rien à craindre. Attends, Bruno, toi, tu peux accepter que le serpent te masse? Personnellement, je ne l'accepterai pas, mais ce n'est pas par peur. Ce n'est pas par peur. Peut-être parce que je ne crois pas en l'efficacité de cette technique. Ou peut-être parce que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, quand vous avez l'habitude. C'est pas bizarre, puisque chez nous, nous mangeons le serpent. Pourquoi vous trouvez que se faire masser par un serpent, c'est bizarre? Qui mange ça? Non, chez nous au Bénin, les gens mangent le serpent. On ne va pas faire semblant. Et ils On ne adorent. parle pas de nous ici, mais dans notre culture béninoise, le serpent se mange. Est-ce que ce n'est pas bizarre qu'un animal que nous fuyons tous, c'est le même animal qui se retrouve dans nos casseroles? On est tous contents. Donc maintenant qu'il soit vivant, qu'il vous masse. En tout cas, moi, je ne l'accepterai pas. Franchement, Déjà, parce quand on que parle moi, du massage- tout ce qui rampe, j'aime pas. D'accord. Tout ce qui rampe. C'est pareil pour Franchement. moi. Je suis reptilphobe. Ouais. Mais déjà, parlons de l'efficacité de ce massage-là. Pour moi,
En fait, j'ai l'impression que les Égyptiens, ils sont toujours dans la découverte depuis le temps des pharaons et tout. Ils sont toujours en train de créer quelque chose pour s'attirer de l'attention. Ouais. Parce qu'un serpent qui masse, je ne vois pas l'effet du massage d'un serpent. Parce que les vrais masseurs, ceux qui massent, ils ont en fait la force qu'ils exercent pour faire le massage. Maintenant, un serpent qui passe juste sur votre peau, c'est... Peut-être que tu vas essayer pour voir. Non, non, non. Pas moi. Non, je pense que peut-être. non, la technique, ça dépend. La technique, ceux qui utilisent ces serpents-là savent ce que le serpent fait. Parce que dans d'autres cultures, ces mêmes serpents-là, parfois on utilise leur mue, on utilise leur graisse. On en fait même Par exemple, des huiles. pour les bois, La dernière on fois, j'ai utilise vu leur ça. graisse pour guérir les jambes cassées, les membres Si, cassés. si, Enfin, si. les gens utilisent ça dans Oui. nos traditions pour faire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que le serpent a certainement des vertus au-delà Non, du le fait que- serpent a certainement a ses des vertus. Ok, mais... il y a des pays où ce que Pas nous des faisons vertus chez de nous massage. en mettant des racines dans une bouteille plus de la boisson Oui, locale mais et le nous serpent, buvons. là. Il y a des pays où c'est le serpent qui est dans la bouteille. Non, au Bénin Demandez, ici. c'est Même au vivant Bénin. ou si c'est mort? Non, mort Et bien sûr. mort. Mort bien sûr. Oui, Donc le oui. serpent a un séjour. Moi, j'ai déjà le bu. serpent Mais passe des un gens- séjour dans la bouteille avec la boisson locale et les gens viennent, ils se servent. Moi, et ils j'ai boivent déjà ça. bu ça. Ils se servent, ils Pas boivent ça. curiosité. Moi, j'ai goûté à... Donc, petit ici, verre. ce qui dérange, c'est parce qu'il est vivant et il circule sur le corps. C'est à la limite inacceptable. Parce que Il y quand avait on voit le plus d'une serpent le centaine. premier, Il y avait plus d'une centaine de serpents dans la bouteille. Je peux C'est même une pas grosse imaginer. bouteille. Et il y avait plus peut-être d'une que si vous centaine. Ça dit visitez que je l'Égypte me- aujourd'hui, non, c'est non, l'un moi. des fantasmes auxquels vous pourrez... Quel fantasme? Non, mais attendez. On va rester avec l'Égypte. On va rester avec l'Égypte et les Ça n'a jamais massages. mis le piton sacré de Vidal à Moi, je vais mettre piton Non. sacré. On va rester Ça y en est, Égypte c'est et le massage, parce qu'aujourd'hui je suis inspiré dans le massage vraiment. Et on parle du serpent, ça vous dérange. Il y en a qui font du massage à feu, avec du Ça, feu. c'est encore... Le feu réel. Ouais. Ah, non, non, non. Ça fait C'est pas brrr. pierre chaude. hein. Le feu réel sur votre fait- dos. Ouais, ça, moi, ça ne vous dérange j'accepte pas. encore. D'accord. Allez, on va, Il faut voir Je d'abord les préfère le images. serpent. on va partir voir ça. Il On existe peut dans pas le te monde. tuer. Il existe dans le monde entier des méthodes de massage et de relaxation sortant de l'ordinaire. Celles-ci, pratiquées au pays des pharaons, ne dérogent pas à la règle puisqu'elles consistent à mettre du feu sur le patient. Non, vous ne rêvez pas, mais bien sûr, il y a un truc du genre en Égypte. On regarde. Dans ce spa égyptien, un masseur utilise le feu pour soulager les douleurs musculaires de son client. Abdel Rahim Saed, 35 ans, applique la technique pharaonique ancienne. Il commence par utiliser la serviette de feu pour un massage standard, puis de l'huile et de la camoline pour stimuler la circulation sanguine et soulager une partie de la douleur dans les zones touchées. C'est un type de massage qui s'appelle massage de feu. Cela signifie frotter. Je communique ainsi avec le corps humain et j'entre en étroit contact avec le corps de la personne en face de moi. Puis vient la chaleur. Saed place plusieurs couches de serviettes et autres matériaux isolants sur le dos du client. Après cela, une serviette imbibée d'alcool est placée sur le dessus et mise à feu. Il brûle pendant environ 1 minute avant que les flammes ne soient éteintes à l'aide d'une serviette humide. Il y a certaines interdictions, donc nous mettons toujours en garde. Nous vérifions l'état de santé du client. Si celui-ci nous permet d'appliquer la méthode, nous le faisons. Si nous découvrons que son état de santé ne nous permet pas d'utiliser cette méthode après étude de son cas, nous ne le faisons pas. Les clients qui visitent les thermes de Saed dans le gouvernorat de Garbia, dans le delta du Nil, repartent comblés et satisfaits. Mon état de santé s'est amélioré à 100%, Dieu merci. Avant, je ne pouvais pas me lever pour prier. Je n'ai pas pu me dégourdir le dos quand je suis sorti de la voiture. Maintenant, après la deuxième séance, mon corps s'améliore et mes mouvements aussi. J'étais paresseux, mais ce n'est plus le cas. Saed dit qu'il s'est entraîné sous la direction d'un expert de la technique de la serviette de feu au Maroc. Il a à ce jour déjà obtenu plusieurs certifications en massage auprès d'institutions égyptiennes.
Voilà. Celle-ci vous dit un peu plus. Ouais, je préfère. D'accord. Je pense que ça peut aller. Alors, il s'agit donc en fait d'une ancienne technique pharaonique appelée la serviette de feu, comme l'explique d'ailleurs le docteur à l'instant, ma soeur, donc exerçant dans ce domaine. Donc, elle consiste, comme vous l'avez vu, à appliquer des flammes sur le dos du patient avec bien sûr des couches de serviettes. Le but donc est d'absorber toute l'humidité et ainsi soulager les maux que le patient ressent au dos, comme on a eu dans ce témoignage, quelqu'un qui n'arrivait pas à se courber. Donc, il existe donc, voilà, de ces techniques-là de massage pour le moins extraordinaire. Ouais, ben c'est en même temps comme le sauna, hein, où c'est beaucoup plus la chaleur que la machine dégage sur vous. Qui ou la cryothérapie, voilà, qui est l'inverse de la sauna, où ici vous entrez dans un appareil qui vous jette un froid vraiment terrible. C'est surtout appliqué aux footballeurs. Et cette technique-là, elle m'a l'air beaucoup plus efficace parce que c'est la chaleur qui directement va dans votre corps. Et quand on connaît tout ce que la chaleur, tout ce que... oui, je voulais parler de l'eau chaude qu'on prend le matin pour l'estomac, pour dégager l'estomac. On sait tout ce que la chaleur fait, tout le bien que la chaleur apporte au corps. Donc, je pense que celle-là, elle m'a l'air beaucoup plus efficace que les serpents qui circulent juste sur votre dos. En tout cas, mais Ariane n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Vous préférez Ariane, lequel, la chaleur, les serpents. Des deux massages. Le massage normal. Ça ne vous dit rien du tout. Ariane n'aime pas prendre des risques. Non, pas du tout. Alors, parce que vous imaginez si la serviette sur laquelle on compte, la serviette humide qui est placée sur votre dos, sur laquelle les flammes sont allumées. Si la serviette ne collabore ou ne coopère pas, ce qui pourrait arriver? C'est foutu. Non, je pense qu'il y a des précautions. Ou si on a oublié, par exemple, d'enlever le venin à un des serpents, c'est foutu. Bon, là, c'est ou entre-temps, si un serpent est miraculé, il va renaître de ses cendres avec ses venins comme ça et te les éjeter. Mais c'est aussi ça montre que les peuples africains sont vraiment ingénieux et la culture africaine s'exprime vraiment. Donc, c'est des pays où j'imagine que si vous êtes kiné ou si vous êtes masseur professionnel, c'est que du coup, c'est un métier qui est vraiment en vogue et qui est décentralisé. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un le fait avec des appareils, l'autre le fait à la main nue, l'autre le fait à la serviette de feu, l'autre le fait au serpent. Donc, au patient de choisir la technique qui lui plaît et qui lui marche le plus. Sauf qu'ici, on nous a expliqué qu'on regarde d'abord, on consulte le malade, enfin le patient, pour voir est-ce qu'il est compatible ou est-ce qu'il va réagir ou pas à ce genre de traitement avec le feu. Parce que ne l'oublions pas non plus, on n'a pas tous les mêmes peaux, on est tous africains, on n'a pas tous les mêmes peaux. Il y en a qui ont des peaux qui réagissent très vite, des allergies, des peaux moins résistantes, des peaux, etc., qui ne vont pas réagir à la chaleur de la même manière. Il y a des gens, la simple chaleur de, c'est pas 28 degrés, 30 degrés que nous traversons, 40 degrés, les font transpirer et leur donnent même ce qu'on appelle des boubouilles. Vous ne commencez pas à voir. Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un comme ça, je ne pense pas que ce serait bien pour lui d'aller se coucher, qu'on lui mette un peu du feu. La chaleur, c'est la chaleur. Ça peut avoir les mêmes réactions. On parle à présent du musée qui expose des vêtements de la période antique. Oui, effectivement, on va rester en Égypte, donc c'est un numéro spécialement égyptien pour parler de cette Égypte antique-là qu'on a connue avec les vêtements assez particuliers. On en a lu dans la Bible, on en a lu dans les livres saints, on en a lu, enfin on en a vu aussi dans les films, les documentaires. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de savoir qu'il y a un musée qui s'installe en Égypte aujourd'hui et qui redonne la valeur à ces vêtements-là de l'Antiquité, ces vêtements pharaoniques, ces vêtements de l'époque antique. Il y aura les tenues de Cléopâtre. En Égypte, on va regarder. En Égypte, le Musée national de la civilisation du pays inaugure une nouvelle salle dédiée aux vêtements portés à différentes époques, depuis l'Égypte ancienne jusqu'au temps moderne. À l'occasion de la Journée du patrimoine mondial, le musée situé au Caire, la capitale, a présenté sa nouvelle salle textile dans laquelle environ 650 objets sont exposés.
Nous nous trouvons actuellement dans la salle du textile égyptien qui comprend 2 étages. Le rez-de-chaussée présente le patrimoine textile égyptien de l'Égypte ancienne, de la période gréco-romaine, des périodes coptes et islamiques, ainsi que de l'époque moderne et contemporaine. L'étage supérieur accueille des objets de la dynastie de Mohamed Ali, des vêtements, des bijoux et des tenues portées par les personnes occupant certains emplois à cette époque. Il y a aussi une scène qui montre des tenues traditionnelles de diverses provinces et régions égyptiennes comme le Sinaï, Siwa, la Haute-Égypte, le Delta et différentes régions de l'Égypte. Dans cette salle sont exposées des tenues traditionnelles transmises de génération en génération qui ont été préservées. La plupart des objets exposés étaient autrefois au musée du textile situé dans la célèbre rue Moëz. Si vous regardez les vêtements traditionnels, vous trouverez des tenues très anciennes, ce qui signifie qu'elles ont été transmises de génération en génération et que nous n'y avons eu accès que parce que les générations ont continué à les transmettre. Nous n'aurions jamais connu ces tenues du Sinaï, de Siwa, de Haute-Égypte et d'Assiou si les gens ne les avaient pas transmises. Les gens ne portent plus ces vêtements, mais c'est une façon de rester enraciné dans le patrimoine égyptien. Il n'y a pas que les antiquités, le patrimoine est aussi très important, et si vous ne le conservez pas, vous n'aurez pas d'identité. Récemment ouvert dans le quartier de Fusta, où se trouvait la première capitale islamique d'Égypte, le musée national de la civilisation égyptienne s'inscrit dans la campagne entreprise par le pays pour promouvoir des nouvelles découvertes archéologiques auprès des médias et des diplomates internationaux. Le secteur vital du tourisme a récemment commencé à se remettre de la pandémie de coronavirus, mais a été de nouveau touché par les effets de l'invasion russe en Ukraine. Et voilà donc des vêtements qu'on n'en voit plus aujourd'hui et qu'on n'emporte plus. Vous pouvez les visiter et les revoir au niveau du musée de la civilisation du côté de l'Égypte. Donc c'était à l'occasion de la journée du patrimoine mondial que ce musée-là de la capitale égyptienne, donc le Caire, a présenté sa nouvelle salle textile, comme vous venez de découvrir cela, avec des vêtements qui nous rappellent forcément l'histoire et la riche histoire égyptienne. D'accord. Tout à fait. Le jour où moi j'ai la chance d'aller en Égypte, au Caire, je pense que j'irai volontiers visiter voilà, ce musée-là. Je veux bien, parce que vous savez qu'on connaît toute la culture égyptienne, tout ce que ça englobe. Franchement, ça doit être fascinant d'aller là-bas. C'est l'une des plus grandes civilisations du monde de toutes les façons, l'Égypte. Quand on parle de l'époque des pharaons, des pyramides, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Alors, pour finir avec ta rubrique pêle-mêle de cette semaine, après 2 ans d'absence, le carnaval de Rio est de retour. Oui, il est de retour, ce carnaval, après donc, on va dire, des années de trêve dues à la pandémie du coronavirus. On aura les images donc, de ce carnaval. C'est un spectacle donc, qui finalement a fini par avoir lieu. Comme vous le voyez, les Brésiliens, les Brésiliennes, comme on les aime, dansant la samba dans des tenues vraiment typiquement locales et traditionnelles. Donc l'hôtel de ville ayant refusé de leur accorder l'autorisation de se déchaîner, il y a eu quand même des rues qui ont été, on va dire, empruntées pour donc organiser ce carnaval de Rio de Janeiro. Alors les plumes, les paillettes et la samba ont été donc de retour après de longues années. Il faut dire que les défilés lors de ce carnaval, donc le plus célèbre au monde, ont bien eu lieu dans les rues de l'une des plus grandes villes du Brésil, Rio de Janeiro. J'annonce avec fierté le plus grand spectacle de la Terre, que le plus grand spectacle de la Terre est de retour. Donc c'était là les propos de l'un des organisateurs officiels de cette manifestation. Et laissez-moi vous dire qu'au Brésil, ce carnaval ne laisse vraiment personne indifférent. Les gens de toutes les générations et de tous sexes s'y mettent vraiment. C'est comme une fête nationale. À la limite, vous avez des gens qui quittent Sao Paulo, des gens qui quittent Brasilia, les gens qui quittent les autres grandes villes. Et même d'autres pays. Et d'autres pays qui convergent, voilà, Mexico, tout ça, et qui convergent vers Rio de Janeiro pour participer à ce grand carnaval-là où il y a vraiment de la samba à flot, comme on dit souvent, les belles brésiliennes. Comme, avec leur accoutrement traditionnel. Voilà, les Da Silva, d'Oliveira, Dos Santos. C'est avec beaucoup de fierté que je vous dis que je suis né d'une maman Da Silva. Regardez les hommes, donc c'est une cérémonie
vraiment riche en couleurs. Riche en couleurs. Riche en couleurs. Regardez comment lui, il est paré, par exemple. Et ça fait plaisir. C'est Ariane qui a raison. Donc, c'est des Noirs, en fait, qui sont au Brésil. Ouais. Le Brésil, c'est un peu plus frais. Ce qui est bien, c'est que dans ce genre de choses, vous voyez toutes sortes de personnes, en fait. Oui. Il n'y a pas de distinction de race et tout. Voilà. Tout le monde est là. Et puis, vous y voyez un peu l'Afrique même, pour ma part. L'Afrique est fortement représentée. Et quand on sait que c'est un carnaval qui existait depuis les années 1700, aujourd'hui, c'est le plus grand carnaval au monde. Oui. Et l'un des plus vieux d'ailleurs au monde, donc qui est en train de s'exprimer. Mais au-delà de tout ceci, quand vous voyez des images comme ça, en fait, ça fait plaisir. Quand on sait que depuis 2020, nous sommes en train de, nous avons traversé des périodes difficiles où ce genre de regroupement n'était nullement possible. Donc, voir ce genre d'image, c'est la preuve que le monde est en train de vaincre le coronavirus et de renaître. Parce que de ce genre de carnaval, il n'y en a pas eu pendant 2 ans à cause de tout ce que nous connaissons. Donc, voir aujourd'hui dans les stades un monde fou des spectateurs venus au stade, voir aujourd'hui que les festivals, les carnavals, etc., tout est en train de reprendre vie. Ça fait vraiment plaisir. Ça nous change un peu les images que nous avions suivies sur les chaînes étrangères, des hôpitaux bondés de malades, des hôpitaux, des images tristes, des gens mourants, des morgues remplies et débordantes. Je me souviens la patinoire de Madrid qui avait été transformée en morgue parce que la morgue était remplie. Donc ça nous change un peu de ces images-là et nous montre que finalement, voilà, le monde triomphe du coronavirus. Et finalement, après la pluie, le beau temps. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Bruno, pour toutes ces informations pêle-mêle. Mode Beauté Relooking s'installe. Aujourd'hui, nous parlons avec Jocelyne Senongo et son invité du port d'Étole par les hommes. Son invité, c'est bien Khaled Kelani. On l'installe. Jocelyne, donc aujourd'hui nous parlons donc du port d'Étole par les hommes. Exactement, je pense que pour ceux qui sont un peu avertis, déjà à me voir sur le plateau, ils devraient imaginer qu'aujourd'hui on parlera de quelque chose comme ça. C'est vrai que je l'avais annoncé parce qu'il y a eu la rubrique, mais côté féminin, aujourd'hui on parlera beaucoup plus des hommes qui en portent. Donc, bienvenue Khaled Kelani, c'est un monsieur qui est ancré dans la mode. Il a son institut où il confectionne beaucoup plus dans la musique. Beaucoup plus dans la musique. Il est passé dans Décibel ici. Un musicien plein, connu sur le plan national comme au plan international. Et aujourd'hui, il est très investi dans la mode, parce qu'il a son atelier où il sort de merveilleuses choses. Donc, c'est notre invité aujourd'hui. Il porte très bien le thème. Voilà, Khaled, bienvenue. Je pense que vous n'êtes plus vraiment à présenter. Beaucoup de personnes vous connaissent et c'est notre fierté c'est une fierté de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on va parler du port d'Étole par les hommes parce que c'est tendance chez les femmes, mais chez les hommes également. On voit qu'il y en a qui en portent. Est-ce que de la façon dont c'est tendance chez les femmes, c'est également tendance de cette façon-là chez les hommes? Merci de m'avoir invité. D'abord, je vais clarifier un petit truc. Étole, c'est surtout pour le côté foi. Et aussi, on parle surtout des gens de l'église et tout. Mais pour la mode, les fashionistas, en fait, on parle de soit foulard, soit chèche, soit aussi écharpe. Donc voilà, c'était chèche, écharpe ou foulard, voilà. Tout simplement. Oui, chèche pour parler les foulards qu'on voit souvent en Afrique du Nord, que vous connaissez surtout, c'est souvent carrelé, blanc, noir. Les gens mettent à Dubaï là. Voilà, mais ça, comme ce que tu as mis, ce que j'ai mis, c'est foulard, écharpe, souvent on dit. Donc c'est tendance chez les femmes toujours, mais chez les hommes, depuis quelques années, longtemps, les fashionistas, ceux qui sont vraiment stylés, le mettre sur les tenues pour aller à des endroits donnés ou bien surtout dans les pays où il fait froid. Fashionista. Voilà. Dans les pays où il fait froid, on voit les gens mettre des écharpes là pour aller au boulot, pour aller sur toutes sortes de tenues en fait. Et quand vous parlez de fashionista, ça me rappelle les podiums où défilent les grands mannequins. La plupart du temps, quand les mannequins finissent leur défilé, le styliste qui a confectionné la tenue des mannequins
vient après. Et la plupart du temps, les stylistes, là, quand vous les voyez, ils ont toujours une écharpe avec un costume. Est-ce que ça veut dire que c'est nous les leaders du domaine? Ça a une signification? Pas forcément. Sur les podiums, sur les thés? Non, ça n'a pas une signification particulière, mais vous savez, quand un homme met un foulard, c'est souvent quelqu'un qui est un peu chic, qui aime s'habiller chiquement, vous voyez. Donc, comme les stylistes, pardon, on sait tous qu'ils aiment la mode, les fashionistas, donc voilà, pour se distinguer des autres. Alors, dites-nous, quelles sont les occasions où on peut retrouver des hommes avec des écharpes? Parce que chez les femmes, la dernière fois, notre invité nous expliquait que c'était beaucoup plus à des événements heureux, à des événements gais, même si dans les années passées, les femmes mettaient ça sur la tête quand elles sont endeuillées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec des couleurs guerres, d'écharpes, et c'est à des événements beaucoup plus heureux qu'on retrouve ça chez les femmes. Alors, est-ce que chez les hommes, c'est pareil? Quelles sont les occasions, les événements où on peut retrouver des messieurs avec des écharpes? Vous savez, il n'y a pas d'occasion particulière parce que la mode, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on sent. Si tu t'habilles, tu sens qu'une écharpe, ça va avec, tu vas. Hein? Et ça dépend de l'endroit. On peut aller au marché avec un homme avec une écharpe au marché et tout. Voilà. C'est sûrement des occasions données un peu chic, si je peux le dire ainsi. Des soirées glamour. Voilà. Mais la manière de porter ça aussi ne vous donne pas, enfin, ne diffère pas? Par exemple, de l'endroit où vous allez aussi, par exemple, est-ce que vous allez vous habiller comme ça pour... toutes les occasions pour un entretien? Si c'est un entretien de mode. Non, pas forcément un entretien de mode. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez votre structure de mode, vous allez négocier peut-être un marché ou quelque chose comme ça avec des investisseurs très sérieux et tout. Et vous habillez comme ça, cravate, veste, chemise, et vous mettez maintenant écharpe là-dessus. Oui, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire parce que déjà, c'est quelque chose qui n'est pas vilain et ça donne aussi une très bonne impression. C'est pas vilain, mais j'ai plutôt l'impression que ça vous catégorise en fait. Dans quelle catégorie, selon que vous? Vous faites partie de la société LGBT. On allait en venir. Voilà, ouais. Ou bien je me trompe peut-être. Genre, en fait, tu es en train de dire que ça apporte une touche féminine. Voilà, parce que ça apporte réellement une touche féminine. Et puis, il y a une question qui a été préparée pour ça. Dans ce sens-là. Vous allez me répondre. On en avait parlé d'ailleurs hier. Déjà, à la base, il faut avouer que le foulard, c'est un accessoire de la femme. C'est pour la femme. Mais aujourd'hui, la mode, elle est sans limite. Hein. Vous savez, sans limite. Il y a des hommes aujourd'hui qui portent des chaussures qui ont un petit talon. Non, qui ont des talons. Ça seulement. On a vu sur les réseaux sociaux dernièrement. Voilà. Un pasteur qui ne s'habille qu'en talons de femme. Ça, j'ai jamais compris. J'aime la photo aussi. Bon, il n'y a plus de limite dans la mode en fait. Tant que tu sens un truc, tu le mets. Mais bon, il y a des gens qui appartiennent à la société dont vous parlez. Dans la déno, hein. Il y a des gens qui appartiennent à la société dont vous parlez qui ne mettent pas forcément un foulard. Donc, mais qui sont ancrés dans la société. Voilà, donc il ne faut pas catégoriser en même temps ceux qui mettent le foulard. C'est peut-être qu'ils sont comme ça, mais bon, ça ne veut pas forcément... Mais moi, je trouve franchement bizarre de voir un homme, au lieu peut-être de mettre... Tu vois, la dernière fois, par exemple, pour la femme, quand on parlait du même sujet, mais côté féminin, Adonis avait mis un genre foulard, mais la manière dont il l'a noué, c'était plus chic et c'était plus masculin. Mais si je vois un homme qui met de cette manière, franchement, moi, j'ai quelque chose contre. Hein. Je me dis, ben... C'est vrai, la mode... Je préfère beaucoup plus ce style d'attaché de foulard que celui que Adonis avait mis la dernière fois. Je trouve plus ce style féminin que masculin. J'ai noué ça comme ça parce que, en fait, c'est un temps de chaleur. Ok. Donc, il ne faut pas forcément suivre la mode. Hein. C'est vrai que c'est chic sur la tenue et tout, je vais être comme ça. Mais il ne faut pas aussi forcément se forcer à suivre la mode des Occidentaux. Des Occidentaux, pardon. Si je mets ça, je mets comme ça, parce qu'il y en a qui met ça comme ça. C'est vrai que c'est chic, mais ça va donner chaud. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays où il fait froid. Oui, voilà. Mais Bruno ne dit rien là, c'est quoi? Non, il a des questions à poser, mais avant cette question, moi, j'aimerais finir mon questionnaire. Donc, on va abonder dans le sens voilà, de la communauté des LGBT. La plupart du temps, quand vous êtes un homme et vous avez un accessoire, que ce soit un foulard, que ce soit une broche,
tout ce qui a trait avec la mode féminine, on vous catégorise tout de suite. On pense que vous êtes voilà, de ces personnes-là. Est-ce que vous, en tant que fashioniste, je dis fashioniste parce que vous êtes dans la mode, vous confectionnez des tenues pour de grandes stars et tout. Donc, est-ce que vous, quand vous vous habillez comme ça et que vous sortez, vous allez en ville, vous êtes gêné du regard que les gens, du regard pesant que les gens portent sur vous? Non, pas du tout, pas du tout. Mais Moi, il vous est déjà arrivé de rencontrer ou de tomber dans des situations où les gens ont ce regard sur vous? bon, vous savez, moi, particulièrement, je sais pas, quand je m'habille, je vais sortir, je veux forcément me faire remarquer. L'extravagance. Voilà. Pas Vous forcément aimez ça? mais se faire remarquer. Mais il y a des pas- personnes pas comme ça, c'est extra, comme moi. extra. En tout Mais cas, vous là, avez- on vous a remarqué. Voilà. On a fait remarquer. Et moi, vous ne m'avez pas remarqué? Donc, C'est plus lui, en donc fait. moi, dans ma tête, je m'en fous en fait de ce que la personne pense. Mais tant Et que c'est tu la me- meilleure tant que tu façon me- de vivre. Tant que tu me remarques, ça me va. L'objectif est L'interprétation que tu fais de ça, de ce que j'ai mis, bon, ça Peu n'engage importe. que toi. Parce que, bon, on ne peut pas vivre sur la vie des gens. Hein. Et comme vous faut l'avez se faire. dit, Donc, comme il vous l'avez allait juste dit, passer aperçu et non inaperçu. En tant que beau mais fashionista. c'est pareil pour moi. Et comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui font partie de cette communauté-là, qui ne s'habillent pas forcément de cette manière. Et il y en a qui s'habillent de cette manière, qui n'ont rien à voir avec la communauté. Donc la mode, comme vous l'aviez dit à l'entame, c'est comme vous le sentez. Le jour où vous avez envie d'attacher ça sur la tête comme ça, ben, vous le faites comme ça, vous sortez. Tant que vous êtes bien avec, c'est le plus important. Donc, je pense qu'il n'y a pas à catégoriser des personnes parce qu'ils sont habillés d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup Ariane, plus c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Ariane Da Silva, tu en penses quoi? Le goût est relatif. Et chacun fait comme il entend, comme il le veut. Le plus Exact. important, C'est qu'on d'être se bien sente dans sa bien peau. C'est dans beaucoup, sa c'est peau ça même la quand on mode. s'habille. C'est tout. La Mais mode, je c'est sens ça. que Bruno a un truc à dire. Juste des remarques. C'est que les gens qui sont souvent dans la fashion, c'est des gens, comme il a dit quelque chose c'est un trait que vous retrouvez chez presque tous les amoureux de la mode. C'est qu'ils cherchent toujours À se faire remarquer, parfois même à choquer. Parfois même à choquer, je le dis comme ça, parce qu'il y a des moments donnés où ils rentrent dans ce que peut-être le commun des citoyens peut appeler la dénorme, mais lui se sent bien dedans. On voit tous, par exemple, Koffi Olomide, si je le cite en exemple, qui a cette tenue à lui, qui nous choque, nous autres, parfois. Mais qui est bien pour C'est-à-dire lui? que quand il s'habille, on est choqué que Koffi, comment tu peux porter Une ça? jupe, il porte des jupes. Donc, mais en fait, c'est des styles où, quand vous vous référez parfois même à d'autres cultures, parfois occidentales, parfois asiatiques, vous vous rendez compte que c'est des tenues qui sont normales ailleurs. Si vous croisez aujourd'hui, par exemple, un homme, porter une jupe avec des chaussettes jusqu'aux genoux, ça va choquer dans notre société. Mais vous allez en Écosse, par exemple, Voilà. c'est tout à fait normal là-bas de voir un homme en jupe dans la rue avec des chaussettes jusqu'aux genoux. C'est normal. Voilà. Donc, bon, la mode, c'est ça. Moi, par exemple, ça me dérange, comme Rebecca l'a dit, qu'il porte ça. Mais bon, c'est des gens qui... Des goûts et des couleurs. Voilà, ils viennent se faire remarquer. Kelani s'est fait remarquer. Et malheureusement, parfois, c'est... Enfin, ce sont les styles qui vont plus dans l'extrême, qui parfois accrochent les gens. Oui. Justement. Et puis toute la société, tout le monde commence par suivre ça, tout le monde. Et quand vous êtes dans le milieu de la mode, vous êtes obligé de faire quelque chose qui vous différencie des personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là. Quand vous êtes dans la mode, quand vous vous habillez, il faut forcément une touche qui prouve que celui-là, il n'est pas comme les personnes ordinaires, comme ceux qui ne sont pas dans la mode. Et moi, ce serait avec beaucoup de plaisir que je sortirai avec un monsieur habillé de cette façon-là pour aller, par exemple, à une soirée de gala où je suis peut-être habillée en robe et le monsieur, voilà, avec son costume, il a une écharpe. Ce serait avec beaucoup de fierté. Davantage aussi, voilà, davantage. D'accord. Mais c'est aussi ça. Il y a des femmes C'est-à-dire qui aiment que ça. dans le monde de la mode, on a encore deux catégories. Il y a une catégorie qui est vraiment dans l'extrême, mais décent. Et il y a une autre catégorie qui est dans l'extrême, mais vraiment indécent. Donc, c'est ça. L'autre catégorie dont vous parlez... Ceci peut, par exemple, ne pas vous plaire, mais vous convenez avec moi que dans notre société, on choisirait ça mille et une fois qu'un jean qui est descendu à hauteur des fesses, qui parfois ne sont pas jolis à regarder, ou des caleçons blancs qui deviennent marrons. On a compris. Vous comprenez ça aussi, on vous dira, celui qui le porte vous dira que c'est une mode. Vous comprenez, sauf que c'est une mode qui peut choquer le sens
et la société. Oui. Je pense qu'on va faire une rubrique là-dessus, sur les pantalons qui... Je ne suis pas preneur. Et on va remonter un peu à la base et voir d'où est-ce que c'est parti, pourquoi beaucoup de personnes... Est-ce que c'est parti de chez nous? Moi, je me demande toujours comment il faut que ça tienne, en fait. Oui, j'ai jamais compris. Non, mais parce que ça peut tomber. Parce qu'en bas de fesses, on les voit faire ce geste-là, tirer un peu vers le haut. Mais toi, tu as dit aussi, ne l'es pas. 50 Cent, dans un passé récent, je dirais... tranquille, hein, nous avons aussi des jeunes filles dans notre société qui adorent ça. Oui. Que quand elles te voient dans ce style, tu as un jean Destroy, tu l'as descendu au niveau. Le bad boy, quoi. Elles adorent, elles se disent que voilà un mec qui est branché. Méchant. Nous autres, quand vous passez par là avec une veste, on dit bon, ça c'est des gens classiques, trop sérieux, tout ça. Voilà. C'est les gens de l'église. Voilà, c'est des goûts et des couleurs, comme on dit souvent, chacun il va de. Et c'est ça le monde de la mode. C'est ça le monde de la mode. Conclure ton entretien avec ton invité. Avec Khaled, c'est déjà de dire à toutes les personnes qui se sentent bien avec des foulards. Je veux parler beaucoup plus des hommes parce qu'il y a eu le passage des femmes qui se sentent bien avec. Franchement, vous n'avez pas d'inquiétude à sortir avec. Moi particulièrement, j'adore ce genre de style, surtout quand c'est... Non, c'est pour que ceux qui en fait veulent le faire. Tu peux l'essayer. Et là, je pourrais l'inviter. En tout cas, pour ceux qui veulent le faire, faites-le. Il n'y a pas de problème à le faire. Il n'y a pas de problème à le faire. On aurait demandé à l'invité de le faire sur Bruno. Ok. On n'a pas le temps et puis aussi, il faut dire que la façon de porter les foulards chez les hommes, ça diffère. Hein? Ça dépend de là où vous allez. Parce que la dernière fois, chez les femmes, on a dit que parfois, on va jusqu'à attacher ça à son sac. Mais chez les hommes, eux aussi, ils ont différentes façons d'attacher. C'est pas seulement ça. Je vous inviterai. En tout cas, merci beaucoup par contre, pour aller à une soirée de gala. Jocelyne, merci pour... Non, pas n'importe où. Merci Jocelyne pour ta chronique, c'est fini. Merci aussi à ton invité Khaled Kelani. Merci pour ces précisions. Je suis sûre que Bruno et tous ces hommes-là qui nous suivent par ici ont pris bonne note de toutes ces précisions pour que désormais, oui, ceux qui se sentent quand même à l'aise avec le foulard puissent nouer, mettre ça comme ils veulent et quand ils veulent. Stop et fin de cette émission. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Toute l'équipe de réalisation du rendez-vous de midi vous remercie pour votre fidélité. Bel après-midi à tous. Bye bye.